Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mercredi 27 octobre, marquée par une crise sans précédent dans l'histoire de la construction européenne. Le futur président de la Commission européenne a renoncé à soumettre son équipe au vote du Parlement. Monsieur Barroso se laisse un mois pour trouver une solution à l'affaire Buttiglione, ce commissaire italien auteur de propos controversés. Tout à l'heure, l'avocat général a requis 18 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité à l'encontre d'Alain Juppé. Dominique Verdeillan nous décryptera ce réquisitoire. À la SNCF, on ne parle pas encore de service minimum, mais la CGT vient d'annoncer qu'elle était prête à signer un accord pour favoriser le dialogue social. Les Français ne sont pas égaux face au traitement du cancer. Une étude montre que l'accès aux soins dépend du lieu d'habitation et du milieu social. Aux États-Unis, à une semaine du vote, les 2 candidats mobilisent des observateurs pour surveiller le comptage des voix qui avait posé problème lors de la précédente présidentielle. Invitation au voyage avec le dernier CD de Bernard Lavilliers, Carnet de bord caracole en tête des ventes. Le patron de la future Commission européenne a donc renoncé à soumettre la composition de son équipe au vote des eurodéputés. Monsieur Barroso a voulu éviter un vote de défiance. Il se laisse un mois pour sortir du scandale provoqué par les déclarations du commissaire italien Buttiglione, auteur de propos controversés sur les homosexuels et sur la famille. Retour sur ce coup de théâtre, Christian Marimono, Vincent Ufti. J'ai décidé de ne pas présenter aujourd'hui cette nouvelle commission. Le président Barroso a jeté l'éponge. Il n'a pas présenté sa commission à l'investiture. Il a tiré la leçon de ses dernières tractations avec les chefs de gouvernement et de parti. Il a refait ses calculs. Il aurait été battu. Le commissaire italien Rocco Buttiglione est rejeté par tous. Il refusait de démissionner malgré ses propos homophobes et sexistes. La démarche de Manuel Barroso a été saluée par tous les partis. Il a relu Mao Tse-tung. Dans Mao Tse-tung, il y a marqué comprendre les défaites et préparer les victoires. Il a compris sa défaite et il prépare sa victoire. On va se retourner vers les gouvernements en disant nous devons améliorer les titulaires de tel ou tel portefeuille. Le président Barroso reconnaît qu'il n'avait pas d'autre choix. Lorsque j'étais sûr d'avoir l'appui des plus importantes familles politiques européennes, j'ai pris la bonne décision, c'est-à-dire de donner un peu plus de temps pour revenir au Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, pour faire des consultations avec le Parlement européen et d'éviter un résultat qui pourrait apparaître comme affaiblissant les institutions européenne. Le président Barroso a quelques semaines pour remanier sa commission, car un dossier urgent l'attend, les négociations d'adhésion de la Turquie. Pour l'heure, c'est l'équipe Romano Prodi qui assure l'intérim. Dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, le parquet général de Versailles a demandé tout à l'heure la confirmation de 18 mois de prison avec sursis prononcés en première instance contre Alain Juppé. En revanche, il a souhaité la réduction de son inéligibilité de 10 à 2 ans. Sur place, Dominique Verdeillan, Frédéric Capron. L'après-midi la plus longue pour Alain Juppé. Être pointé du doigt pendant tout un réquisitoire sans pouvoir répondre. Au fil des heures, son visage se décompose. Face à lui, l'avocat général mène la charge. Un rouleau compresseur de l'accusation. Les avocats de l'ancien Premier ministre eux-mêmes accusent le coup. En préambule, le magistrat rappelle qu'Alain Juppé est inspecteur des finances de formation. Il aurait dû mettre fin à un système. Il a permis que cela perdure, assène l'avocat général. Ces acteurs de la vie politique ont commis des fautes dans la gestion de leur parti. Ils doivent être significativement sanctionnés, poursuit le magistrat. L'avocat général requiert des peines de 10 à 18 mois avec sursis et de 1 à 2 ans d'inéligibilité. Sauf pour Louis Yvonne Casetta. Mais surprise, l'avocat général s'oppose pour Alain Juppé aux 10 ans d'inéligibilité du jugement de Nanterre. Un geste que l'avocat de la mairie de Paris ne condamne pas. C'est plus l'avocat de la ville de Paris qui parle, c'est mon avis de citoyen. Je n'ai pas reçu de mandat pour m'exprimer là-dessus. À titre personnel, je partage son sentiment, monsieur l'avocat général. Au même titre que je le partageais du temps de monsieur Emmanueli, d'ailleurs. 18 mois avec sursis, 2 ans d'inéligibilité requis, une mise hors jeu de la vie politique moins cruelle. Pour la première fois, Alain Juppé amorce un sourire à sa sortie. Vendredi, ses avocats plaideront la relaxe pure et simple. On retrouve en direct Dominique Verdeillan. Alors il faut rappeler qu'en première instance à Nanterre, le procureur n'avait pas requis de peine d'inéligibilité. Alors comment interpréter le réquisitoire d'aujourd'hui ?
Oh bah écoutez, très simplement, j'allais dire 10 ans, c'est trop pour l'avocat général. Excessif, c'est même son propre terme, parce qu'il dit dans ce dossier, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Et puis surtout, le magistrat s'élève contre cette fameuse loi de janvier 1995, votée d'ailleurs par Alain Juppé, et qui a introduit l'automaticité de 10 ans d'inéligibilité lors de condamnation pour prise illégale d'intérêt. En revanche, le magistrat considère qu'il doit bien y avoir une sanction civique pour, je cite, ces acteurs privilégiés de la vie politique, auteurs de pratiques illégales. Alors 2 ans d'inéligibilité, j'allais dire, c'est un peu le maître étalon dans les dossiers politico-financiers. La Cour d'appel de Versailles va-t-elle avoir la même lecture juridique de l'avocat général? Alain Juppé devra attendre encore plusieurs semaines. Merci Dominique. Cet après-midi, la CGT a annoncé qu'elle était prête à signer demain un accord avec la SNCF pour améliorer le dialogue social et éviter le recours à la grève. Du côté du syndicat, on ne veut surtout pas parler de service minimum, mais Gilles de Robien évoque quand même un accord historique. Question d'interprétation. Elsa Palot, Séverine Lebrun. Le suspense a duré des semaines et finalement la CGT vient de faire un pas qualifié d'historique. Demain, elle va signer un accord pour prévenir les conflits à la SNCF, une véritable révolution. Mais pour le syndicat majoritaire, ce texte n'implique pas la fin des grèves de cheminots. Nous sommes attachés nous simplement à ce qui revient d'ailleurs de la responsabilité des syndicats, à l'amélioration du dialogue social et la meilleure prévention des conflits. Mais pour ce qui est de la prévisibilité, je le redis, l'organisation des plans de transport, ça relève de la direction de la SNCF. Concrètement, voici les grandes mesures. En cas de désaccord, la SNCF s'engage à recevoir les syndicats sous 3 jours. Au total, les deux parties auront 10 jours pour négocier avant de recourir au fameux préavis de grève. Si le différend perdure, les organisations devront prévenir 24 heures à l'avance du maintien ou non de la grève. Le but, mieux prévoir la circulation des trains. Le gouvernement espère qu'il s'agit là d'un premier pas vers le service minimum. C'est l'écoute et la concertation qui démontrent son efficacité. Je souhaite que pour la suite, bien sûr, de l'avancée du problème sur la continuité des services publics, cette méthode-là aille aussi loin que possible. De leur côté, Force ouvrière et Sud, 2 syndicats minoritaires refusent de signer demain, ce qui aura peu d'incidence. FO parle de recul et affirme que ce texte crée de nouvelles obligations pour les syndicats. L'année dernière, la moitié des préavis déposés a conduit à une grève effective. Il y a tout juste un an, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, lançait le premier radar automatique. Aujourd'hui, malgré quelques ratages, la machine est bien huilée avec plus de 200 appareils en service et 1 300 000 contraventions envoyées. Une manne financière et une bonne opération en termes de prévention routière. Le point avec Laurent Di et Francis Mazoyer. Route nationale 138 près du Mans, où l'histoire d'un radar qui louche. Dans ce sens, la vitesse est limitée à 70, mais le radar mal orienté contrôlait la vitesse des automobilistes arrivant en sens inverse, sur une portion à 90, résultat de nombreux PV annulés. Pour le reste, le dispositif des radars automatiques est plutôt bien huilé. Quelques chiffres. 220 radars à ce jour, 1 300 000 contraventions dressées en un an, soit en moyenne 3 500 par jour, et au final, un gain de sécurité sur la route. Là où il y a des radars automatiques, le nombre d'accidents a été pratiquement divisé par 10. Ce sont donc des résultats qui sont des résultats positifs, spectaculaires. Les efforts sur la vitesse payent. Un exemple, porte d'Ivry sur le périphérique parisien, 57 accidents en 2 ans à cet endroit. Aucun par contre depuis 8 mois que le radar est installé. Mais pour autant, ce dispositif ne fait pas l'unanimité auprès des usagers. Vous avez observé un changement des comportements? Non. Si, ça décélère quand il y a un radar, mais c'est tout. Je trouve que les gens roulent moins vite quand même sur la route. Sur autoroute, je trouve pas ça trop normal. Mais bon, faut pas se leurrer, hein, c'est pour remplir les caisses de l'État. Et c'est bien ici la principale critique. Il faut dire que les radars ont déjà rapporté 70 millions d'euros à l'État. On place les radars systématiquement à des endroits où il est facile de faire du chiffre parce qu'on est en bas d'une descente, parce qu'on est sur une grande route limitée de façon aberrante à 70 ou 50 km/h. Il va pourtant falloir s'y faire. Fin 2005, il devrait y avoir 1 millier de ces machines le long des routes françaises. Toujours dans la perspective d'améliorer la sécurité sur les routes, Dominique de Villepin a annoncé tout à l'heure sa volonté de généraliser l'usage du test de la salive pour dépister les automobilistes sous l'emprise de drogue. Cette généralisation devrait intervenir au cours de l'année prochaine. Il y a 10 jours, nous vous révélions l'existence d'un squat d'usagers de crack dans le 18e arrondissement de Paris. En début de semaine, Réseau Ferré de France, propriétaire des lieux occupés, a obtenu l'expulsion de ces toxicomanes
toxicomanes qui ont maintenant une semaine pour quitter les lieux. Aujourd'hui, Christophe Wiedmann et Emmanuel Morel sont allés à leur rencontre. Ça, c'est un peu la salle de... C'est office de salle de séjour. Ici, Voilà. tout le monde l'appelle président. Consommateur de crack depuis 10 ans, il occupe ce hangar de la SNCF désaffecté avec quelques dizaines d'autres personnes, toxicomanes comme lui. La consommation du crack, c'est un produit voilà, qui entraîne une certaine euphorie. C'est un peu de l'illusion. C'est une sensation, c'est tout, qui dure 1-2 minutes. Voilà. Donc c'est là qu'on prend son pied, qu'on a l'impression de prendre son pied. Un peu de lucidité pour beaucoup d'impuissance. La dépendance psychologique au crack est terrible. Pour ce dérivé bon marché de la cocaïne, toutes les habitantes du squat se prostituent. À un moment, à cause de cette drogue, j'ai quitté chez mes parents. C'est très dur, c'est du poison, ça tue. J'ai maigri, je mange pas, je reste une semaine sans dormir, ou 8 jours, 10 jours, sans mettre ma tête sur le lit. Des fois, je reste 2 jours sans manger. Aucune solution de prise en charge pour ces toxicomanes. Expulsés d'un squat à Saint-Denis début septembre, bientôt expulsés de celui-ci. La seule solution qui existe pour eux, c'est de retourner à la rue et donc d'augmenter les questions d'insécurité sur les quartiers, à la fois pour eux qui sont dans la grande errance et pour les habitants qui sont présents dans ces quartiers. Le tribunal leur a donné 8 jours pour quitter les lieux. Les pouvoirs publics disent réfléchir à une solution d'hébergement provisoire forcément. Demain, les états généraux des malades et de leurs proches ouvriront sur ce constat. Les Français ne sont pas égaux devant le traitement d'un cancer. Après 15 ans de travaux, un chercheur montre que l'accès aux soins dépend du lieu d'habitation, mais aussi du milieu social. Explication Frédéric Montel, Philippe Turpot. Publiée dans plusieurs revues scientifiques, l'étude de Guy Launois repose sur une idée dérangeante. Nous ne sommes pas égaux face au cancer. Les ouvriers, les agriculteurs et les chômeurs meurent plus vite que les classes aisées. On a mis en évidence, en particulier chez les hommes, que les hommes sans profession ou les hommes qui habitaient à la campagne avaient un risque de décéder d'un cancer 1,5 fois à 2 fois plus élevé que les personnes qui soit habitaient à la ville, soit appartenaient à des catégories socio-professionnelles favorisées. Plus de 1600 habitants du Calvados étudiés et un constat. 5 ans après le diagnostic d'un cancer colorectal, seulement 15% des personnes issues de milieux défavorisés étaient encore en vie, contre 50% pour les classes aisées. Dans ce centre de lutte contre le cancer, ces chiffres surprennent, même si on avance quelques explications. On est un département sous-médicalisé, comme tous les départements de Basse-Normandie, et l'accès aux soins est parfois difficile, en particulier pour les examens complémentaires. Aller faire une radio quand vous habitez au fin fond de la campagne, eh bien, c'est plus compliqué que quand vous habitez à 50 mètres de chez le radiologue. Le contre-exemple de l'étude, c'est Marie-Laure Lagoude. Elle habite à 80 km du centre de soins. Elle a des revenus modestes et pourtant, elle fait tout pour guérir. La priorité, moi, c'est me soigner. Et donc, tant pis si je perds un peu de salaire. Pour moi, c'est ça. Affronter le cancer, c'est aussi une question de comportement. Le monde rural, pour des raisons d'éducation et de culture, a moins tendance à consulter que les cadres, une hypothèse encore à vérifier. Le gouvernement réfléchit à une réforme de l'allocation qui permet aux parents d'enfants malades d'arrêter de travailler. Une aide créée il y a 3 ans qui pourrait concerner 15 000 familles. Et pourtant, seules 3 000 d'entre elles en bénéficient aujourd'hui. Déficit d'informations ou procédures trop rigides. Reportage Benoît Bringer, Chloé Lecomte. Agnès passe de longues heures à l'hôpital, de jour comme de nuit. Sa fille, Lison, a un cancer à 3 ans seulement. Pour s'occuper d'elle, Agnès a dû s'arrêter de travailler. Un enfant qui est pas malade a une vie sociale, il va en crèche, il va à l'école. Là, c'est à 100% tout le temps. Donc ça demande effectivement beaucoup de temps. Lorsqu'elle n'est pas à l'hôpital, c'est le père de Lison qui la remplace. Agnès bénéficie de l'allocation de présence parentale, l'APP. Une allocation jugée aujourd'hui inadaptée. Principal problème, sa durée, 1 an maximum. Je pense qu'il faudrait s'adapter surtout à la durée de la maladie. C'est-à-dire, tant que l'enfant est malade, continuer à pouvoir toucher cette allocation. Autre point faible, le montant de l'allocation. 823 € pour une personne vivant en couple, 978 € pour un célibataire. Une somme qui compense rarement la perte d'un salaire. Résultat, certains préfèrent se mettre en arrêt maladie. C'est plus intéressant financièrement pour eux.
Ils ne peuvent pas se permettre d'être en APP avec 800 € par mois parce qu'ils ont trop de dépenses à assumer à côté. Jusqu'ici, les pouvoirs publics ont toléré cette entorse à la loi. Aujourd'hui, ils veulent y mettre fin en réformant cette allocation pour qu'aux difficultés rencontrées par les parents ne s'ajoutent pas des soucis financiers. À peine remis du tremblement de terre de samedi dernier, les habitants du centre du Japon ont connu de nouvelles secousses aujourd'hui. Une violente réplique a semé la panique parmi les dizaines de milliers de rescapés. Amaury Guibert, Mathias Hillion. La ville est calme, milieu de matinée à Nagaoka. C'est le propre des séismes, les répliques. Magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter. La secousse a surpris ses ouvriers. Ils intervenaient après le déraillement du train à grande vitesse japonais. Frayeur et panique une nouvelle fois. Le premier réflexe, se tenir éloigné des vitres et se blottir les uns contre les autres. La même stupeur dans le regard. Un peu désorientée, cette femme explique qu'elle était chez elle quand la terre a tremblé, qu'elle a juste eu le temps de sortir sans encombre. Mais il y a 20 blessés après cette violente réplique, presque une habitude au Japon. On a sans arrêt des secousses secondaires, si vous voulez, donc de magnitude 1 ou 2, qui font que vous avez l'impression sans arrêt d'être sur un bateau qui tangue. Donc c'est assez effrayant parce qu'on a l'impression qu'on est en sécurité nulle part. Et malgré les répliques, les secours continuent leur travail. Ici, le sauvetage tragique d'une mère et de ses 2 enfants. Depuis 4 jours, depuis le premier séisme meurtrier, ils étaient ensevelis dans leur voiture. Le garçon a été sauvé, mais sa mère est décédée. Et l'on est sans nouvelles de sa sœur. Hier soir, Ariel Sharon a remporté une première bataille. Les députés ont adopté son plan de retrait de la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, le Premier ministre israélien est confronté à une crise politique. Certains membres de son propre parti menacent de démissionner s'il n'organise pas un référendum dans les 15 jours sur l'évacuation des colons. Des colons qui ne veulent pas croire à leur départ un jour de Gaza. Reportage Charles Anderlin. 7 heures du matin, le brouillard se dissipe sur Gush Katif, les implantations du sud de Gaza. Ici, la journée commence par la prière, peut-être plus fervente aujourd'hui. Ces colons ont très mal pris le vote de la Knesset. Certains critiquent durement le système démocratique israélien. La démocratie israélienne est bien sûr un mensonge énorme dans lequel il n'y a de démocratie que pour ceux qui veulent appliquer une certaine politique. Le secteur est régulièrement bombardé au mortier par les Palestiniens tout proches. Ce matin, tout était calme. Le petit centre commercial fonctionne normalement. Ici, les avis sont partagés. Quelques colons affirment qu'ils obéiront à toute décision démocratique et, si nécessaire, partiront. Mon sentiment est très dur, que l'on veuille nous retirer de là où nous vivons. Mais c'est un pays démocratique et il faut respecter la démocratie, même si nous sommes contre. D'autres ne croient pas qu'ils seront évacués. Dieu, disent-ils, l'empêchera. Nous nous fichons du vote de la Knesset. Nous croyons que Dieu nous aidera et que nous resterons ici. Les jeunes paraissent plus militants et promettent de résister le jour du retrait. Je ne me battrai pas à coups de poing, mais je ne me laisserai pas faire. S'il m'emmène, je reviendrai, je résisterai. Les colons sont persuadés que les jeux ne sont pas faits. Le gouvernement pourrait tomber. Près de la moitié des députés du Likoud, le parti d'Ariel Sharon et 4 de ses ministres menacent de lui retirer sa majorité s'il n'accepte pas le principe d'un référendum sur le retrait. Leur ultimatum expire dans 13 jours. Oui, revenons à présent sur ce plan voté hier soir à la Knesset. Il prévoit d'évacuer des colonies de la bande de Gaza et des implantations en Cisjordanie. Cette évacuation, si elle est effective, serait une première depuis 1982. Première d'autant plus étonnante qu'elle vient d'Ariel Sharon, un homme réputé intransigeant. Christian Autain. Le début d'un rêve, une maison flambant neuve au bord de la mer. C'était en 1982. À cette époque, ces colons de Gaza n'imaginaient pas devoir partir un jour sous la contrainte du gouvernement israélien. Aujourd'hui, ils vivent dans des enclaves, lourdement protégés par l'armée israélienne. La bande de Gaza, ce sont 8000 colons qui occupent plus de 20% du territoire,
au milieu d'1 300 000 Palestiniens. Tous devront quitter les lieux d'ici la fin 2005. C'est ce que prévoit le plan Sharon. Le retrait unilatéral de la bande de Gaza, la fin d'un tabou. Mais en échange, le Premier ministre israélien espère bien conserver quelques blocs de colonies en Cisjordanie où vivent 230 000 colons. La seule fois où l'État hébreu a démantelé des colonies, c'était en 1982 dans le Sinaï. À l'époque, Ariel Sharon, filmé ici en Cisjordanie, est alors ministre de la Défense. C'est lui qui envoie l'armée déloger les colons. Les colons de Gaza, en majorité des religieux, disent accomplir une mission messianique. Pour Sharon, le nationaliste, seul compte la sécurité d'Israël. Mais aujourd'hui, le danger est dans son propre camp. Une flambée de violence risque d'accompagner le démantèlement des colonies de Gaza. Les élections américaines, dans une semaine, jour pour jour, on devrait connaître le nom du futur président des États-Unis. George Bush était aujourd'hui en visite en Pennsylvanie. Il a réagi à l'affaire de la disparition d'explosifs en Irak. Il a annoncé que l'armée américaine étudiait plusieurs scénarios dans le cadre d'une enquête importante. La Pennsylvanie, c'est un État très disputé par les deux candidats, mais beaucoup redoutent le scénario de 2000 marqué par de nombreux flottements dans le comptage des voix. Cet État dispose de 5 systèmes de comptage différents. Démocrates et républicains ont donc commencé à envoyer des observateurs pour surveiller les bureaux de vote sur place. Pascal Golomer, Tristan Lebras. C'est avec grand plaisir que M. Passarella nous présente l'une des 1050 machines à voter, dont il est plutôt fier. Je voulais juste vous dire que les noms qui figurent sur cette machine de démonstration sont factices. Une machine électronique que le comté de Montgomery a adoptée en 1996. Il suffit d'appuyer sur la bonne touche, puis de presser le bouton rouge et le vote est enregistré. Pas de reçu donc, mais pour Joe Passarella, il n'y a rien à craindre. La machine est fiable et un morceau de papier ne changerait rien. Si quelqu'un était assez malin pour trafiquer la machine et changer le sens de votre vote, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait aussi capable de délivrer un faux reçu? En fait, sa principale préoccupation, c'est plutôt l'afflux de nouveaux inscrits et des votes par procuration. Le bureau des élections n'en a jamais tant vu. Des bulletins qui seront dépouillés à la main. Et cela ralentira l'annonce des résultats, évidemment. Si je vote par procuration cette année, c'est qu'on sait que cela va être très serré. Donc chaque voix compte. Quittons Montgomery pour aller dans le comté voisin, toujours en Pennsylvanie, à 20 km de là. Le bureau des élections est en effervescence ici aussi. Le personnel fait des heures sup pour que tous les électeurs aient bien leur nom sur les registres. Mais ici, ils voteront à l'ancienne, avec une machine mise sur le marché dans les années 30. Pas de papier non plus, mais un grand tableau et des leviers qu'on bascule. Des compteurs mécaniques que les officiels relèveront le soir du vote. 5 technologies coexistent ainsi en Pennsylvanie. Cela ne facilitera pas la tâche des observateurs indépendants qui surveilleront comme jamais chaque bureau de vote. La paranoïa est généralisée et chacun craint une répétition du chaos de l'an 2000. Beaucoup redoutent ici en Pennsylvanie, comme partout ailleurs dans le pays, que le score soit très serré et que les recours devant la justice se multiplient. L'Amérique pourrait donc très bien se réveiller encore une fois au lendemain du scrutin, sans connaître le nom de son nouveau président. Comme chaque soir, gros plan sur un aspect de la société américaine. Dans ce pays, les entreprises incitent fortement leurs salariés à faire du sport et à surveiller leur alimentation. Ce n'est pas de la philanthropie, elles y trouvent un intérêt économique. Un employé en bonne santé, c'est un employé qui coûte moins cher. Explication dans ce reportage de Loïc Delamornay et Emmanuel Bach. Allez, encore un. La répétition des gestes, c'est ici une culture d'entreprise. Les employés et les ouvriers de ce grand constructeur automobile y sont habitués. Après le travail, c'est l'effort à la chaîne. Depuis que la direction a ouvert au sein de l'usine un centre de remise en forme, 80% des employés viennent ici faire des heures supplémentaires. J'ai appris à modifier mon régime alimentaire, quels sont les exercices les plus appropriés pour ma constitution physique. Donc, les maîtres mots sont bien-être et prévention. Est-ce que vous y avez été incité fermement ou gentiment? Fermement. Fermement, oui. Cela m'a poussé à intensifier ma participation de 2 séances par semaine à 5 finalement par semaine. Problème de tabagisme, d'obésité, l'entreprise a donc investi dans ses équipements pour le bien-être de ses salariés.
À moins que ce soit aussi pour le bien-être de la direction financière. Aux États-Unis, ce sont les entreprises qui paient intégralement la couverture sociale de leurs employés, alors elles font leurs calculs. De notre point de vue, des employés en bonne santé coûtent moins cher à l'entreprise. Et je pense que plus nous impliquerons de salariés, plus ça fera boule de neige en attirant les familles de ces employés par exemple. Et ça fera baisser nos coûts. Désormais, à la cantine, les employés sont encouragés à manger sain. Nous sommes tous à l'eau, sauf elle. Non, j'en bois aussi d'habitude. Aujourd'hui, j'ai pris un soda, mais sans caféine. C'est un peu comme prévenir une panne sur une voiture. Il y a des choses que vous devez entretenir avant qu'un problème ne survienne. Avec une auto, si vous manquez d'huile, vous aurez des ennuis. Et dans cet univers plein de bon sens, les employés finissent leur repas sous des téléviseurs qui diffusent en boucle des programmes de sécurité routière. Voici les conseils. Venir faire du sport ici au moins 3 fois par semaine, n'arborer qu'un simple t-shirt, blanc de préférence, boire du soda light, manger des chips allégés et ne pas fumer. Alors, vous serez véritablement un employé politiquement correct. Heureusement pour l'instant, l'entreprise n'a pas encore donné de consigne de vote. Le Japon est confronté à une nouvelle prise d'otage en Irak. Il s'agit d'un jeune routard de 24 ans que le groupe de l'islamiste Zarqawi menace aujourd'hui de décapiter si le contingent japonais ne quitte pas l'Irak. Le Premier ministre japonais ne veut pas plier face à cette menace et face à la pression très forte de l'opinion publique de son pays. Tout à l'heure, plus d'une centaine de personnes manifestaient devant le Parlement à Tokyo. En France, pour la 7e fois, Jean-Pierre Raffarin a reçu les responsables de la majorité et de l'opposition pour faire le point sur la situation des otages français en Irak. Le ministre de la Communication a indiqué qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux susceptibles d'être communiqués. Aujourd'hui, cela fait 69 jours que Christian Chesneau, Georges Malbruno et leur chauffeur syrien Mohamed Al-Joundi sont retenus en otage en Irak. La loi de 1905 qui marque la séparation entre l'Église et l'État est-elle aujourd'hui obsolète? La question est clairement posée par Nicolas Sarkozy dans un ouvrage à paraître demain. L'ancien ministre de l'Intérieur prône l'assouplissement de ce texte pour permettre notamment l'utilisation de fonds publics destinés à construire des lieux de culte musulmans. Ce matin, sur notre antenne, François Hollande a parlé de démarche communautaire. En tout cas, le débat est ouvert. Et la Nugue, Sylvain Dobat. Est-ce qu'il faut que l'État finance les mosquées? Rien à ajouter, tout est dans son livre. Un nouveau pavé dans la mare, Nicolas Sarkozy veut que les pouvoirs publics puissent financer la construction de mosquées afin de sortir l'islam de France des caves et des garages. Nos compatriotes de confession musulmane ont le droit de vivre leur foi comme les catholiques, comme les juifs, comme les protestants. Mais permettre à l'État de financer des mosquées, c'est toucher à un monument de la République. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Ses opposants crient au blasphème. Le lieu de culte en tant que tel, c'est aux fidèles d'y subvenir, c'est la loi et elle est intelligente. Au nom du principe de laïcité édicté en 1905, la République ne subventionne aucun culte. Mais à l'époque, contrairement aux mosquées, les églises étaient déjà construites. Pour tous ceux qui ont été construits avant 1905, c'est l'État pour les cathédrales, ce sont les communes pour les églises, puisqu'elles sont propriétaires, qui en assurent l'entretien. Ce qui est d'ailleurs une façon indirecte de contribuer au culte. Alors, comment faire à l'égard de l'islam pour le doter du substrat matériel qui lui permet de fonctionner? À Évry, le maire a trouvé des solutions. Pour la cathédrale, un musée d'art sacré financé par l'État a été créé. Pour la mosquée, la mairie a offert le terrain, tout comme pour la pagode bouddhiste en cours de construction. Il faut faire preuve d'imagination si on ne veut pas que ce soit les seuls fidèles, ou pire encore, des États étrangers peu démocratiques, je pense à l'Arabie Saoudite, qui financent nos lieux de culte. Une question ultra sensible, chaque fois que la loi veut modifier les rapports entre l'État et les religions, les passions se déchaînent, comme en 84 sur l'école privée ou au printemps dernier sur les signes religieux. Aujourd'hui, la loi de 1905 n'est pas appliquée en Alsace et en Moselle, qui sont toujours sous le régime du Concordat. Concrètement, cela veut dire que les collectivités locales financent en partie des lieux de culte. L'Alsace et la Moselle pourraient-elles devenir des modèles? Reportage Anouk Burel, Virginie Liado. La lumière est flambant neuve, le père Munsinger n'en est pas peu fier. Ici, les églises ne tombent jamais en ruine. La mairie du village paye les rénovations en grande partie. Ici, les curés sont des salariés de l'État, des fonctionnaires en quelque sorte.
à fonctionnaire, je n'aime pas beaucoup ce terme. Je reçois un traitement de l'État. De combien à peu près? De combien? C'est somme toute un salaire moyen qui, pour ma part, tourne à peu près autour de 1 300 €. Ce statut d'exception, c'est le Concordat, signé Bonaparte en 1801. Il vaut pour les catholiques, mais aussi pour les protestants et pour les juifs. 2 siècles d'égalité. Les 3 cultes sont enseignés à l'école, 1 heure par semaine, dès les classes primaires. L'apprentissage de la religion à l'école permet cette ouverture au monde et une meilleure compréhension du monde dans lequel on évolue. 90% des Alsaciens se disent très attachés à ce statut particulier. Ce statut local des cultes permet de faire coexister harmonieusement les différents cultes dans les 3 départements. L'islam, en revanche, n'en fait pas partie pour des raisons historiques. Fouad Doué a vu naître cette mosquée. Pour lui, le Concordat est une chance pour l'islam s'il lui ouvre ses portes. Si on veut introduire la religion musulmane pour qu'il n'y ait pas n'importe qui fasse n'importe quoi avec les enfants, il faut passer par cette mesure. Je pense que c'est la mesure la plus raisonnable. Un premier pas a été franchi avec le projet de grande mosquée. La mairie de Strasbourg a donné le terrain et 10% du budget. La première pierre sera posée vendredi. Dominique de Villepin annonce la décision du gouvernement de reporter les élections municipales et cantonales à 2008. Le ministre de l'Intérieur veut ainsi éviter l'encombrement électoral en 2007 avec déjà la présidentielle, les législatives et les sénatoriales. Alors l'opposition conteste cette décision et le Parti socialiste annonce son intention de saisir le Conseil constitutionnel. La police judiciaire a un nouveau directeur, il s'agit même d'une directrice. Martine Monteil est la première femme nommée à ce poste. À 58 ans, elle succède à Gérard Girel qui part à la retraite. Dominique de Villepin lui remettait sa feuille de route ce matin au ministère de l'Intérieur. Un deuxième loup abattu dans les Alpes. Le prédateur a été tué en Isère. Le gouvernement avait autorisé l'abattage de 4 bêtes d'ici à la fin de l'année. Une décision qui avait rallumé la guerre entre les éleveurs de moutons et les défenseurs de la faune sauvage. Stéphanie Labrousse, Thierry Simonet. C'est vers 8 h ce matin que ce loup a été tué. Un mâle de 35 kg, âgé de 2 ans, est vraisemblablement d'origine italienne. C'est ici dans le massif du Taillefer qu'il a été abattu à 60 mètres de distance. L'animal sillonnait le secteur avec 2 congénères. Un groupe repéré il y a plusieurs semaines par l'Office de la chasse. Une première période d'observation et d'affût nous a permis de voir les individus à 2 reprises, une fois 2, une fois 1, de constater la présence de traces pendant la neige de 4 individus minimum et de repérer les endroits et les passages fréquents de l'espèce. Jeudi dernier, une première louve avait été abattue sur le plateau du Vercors par des gardes assermentés. Conformément au plan loup, 4 animaux au total peuvent être abattus d'ici à la fin de l'année dans les Alpes. Aujourd'hui encore, les associations de la nature continuent de dénoncer un prélèvement illogique. On s'attend effectivement à l'abattage de 2 loups supplémentaires. Et voilà, ça en fera 4, tel qu'annoncé sur le tableau. Les éleveurs ne seront pas satisfaits puisqu'ils veulent une éradication totale. Les associations de protection de la nature, évidemment, ne seront pas satisfaites parce qu'on n'a rien résolu du problème. Et voilà, constat d'échec. Le loup, espèce protégée, mais pour bon nombre d'éleveurs, un prédateur qui devrait disparaître des alpages. Dans le massif du Taillefer, 111 moutons auraient été tués depuis cet été. Si 4 loups sont abattus cette année, 10% de la population des Alpes aura été prélevée. Oui, par ailleurs, plusieurs moutons ont été tués dans les Hautes-Alpes, dans la vallée du Queyras. Une attaque de loups est fortement soupçonnée. L'ONF, l'Office national des forêts, a ouvert une enquête. Les vacances, les congés scolaires de la Toussaint ont débuté cette semaine pour les 3 académies. Direction la plage dans le Pas-de-Calais, au programme char à voile et cerf-volant à Berck-sur-Mer. Reportage Nicolas Luizet, Patrick Wurstam. Un ciel bleu et ensoleillé où virevoltent des cerfs-volants au milieu des chars à voile. Nous sommes bien en octobre dans le Pas-de-Calais et c'est à nouveau les vacances, la Toussaint, alors on en profite. On a aussi nos sports d'hiver dans le nord de la France. Hein. Et nos sports d'hiver, c'est ça, c'est le char à voile, c'est tous les sports liés au vent qu'on peut pratiquer tout l'hiver dès qu'il y a des vacances parce que la plage se libère, la plage est pour nous. Et je dirais même qu'on en vient à regretter l'été parce que l'été, il y a trop de monde sur la plage et on ne peut pas en profiter. Pour parvenir à ça, il faut pouvoir se lancer. Et au début, ce n'est pas toujours évident. C'est la première fois qu'on en fait, donc. Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, ça veut pas repartir. Je pense qu'on est coincé. J'ai pas pu venir cet été, alors on est venu là. On a choisi la période vacances. Mais une fois partis, on ne peut plus les arrêter. Les plus petits ont très vite compris. Plus tu tires fort, plus tu vas aller vite. Et puis, ça sert aussi, donc c'est un peu comme l'accélérateur. Moins de touristes sur les plages, du temps libre, après-midi découverte. On décolle. C'est un gros coquillage. Mais c'est un temps superbe. Quand même pour le fin de mois d'octobre, on aurait tort de ne pas en profiter. Et c'est un grand bol d'air. Les couleurs ici sont plus jolies que dans le sud, par exemple. Moi, j'apprécie beaucoup les différences de couleurs là qu'il y a. Des clairs et puis ici des gris qui changent un peu. Ces nuances, cette lumière digne d'un tableau de maître, Manet, Boudin, Delacroix, une côte, source d'inspiration des plus grands peintres. Le Festival des images sous-marines, il a commencé aujourd'hui à Antibes. C'est le rendez-vous des professionnels du film aquatique. Des artistes qui passent parfois plusieurs années en tournage pour capter l'image inédite. Julien Beaumont, Jean-François Hoffmann. Des dauphins jouant autour d'un pétrolier. Nous sommes dans le golfe du Mexique, une séquence qui ne doit rien au hasard. La production s'est entourée de spécialistes des dauphins. Ensuite, il a fallu trouver la bonne vitesse, le bon angle. Pour une image comme celle-ci, qui finalement, une fois que le film monté dure 2-3 minutes, on passe une semaine à peu près. Une semaine parce qu'on cherche à optimiser le déplacement et à avoir le meilleur de l'action imprimé sur nos pellicules. Du film à la réalité. Comme cette rencontre entre le plongeur caméraman et un lion de mer. Un mammifère de 400 kg, pas vraiment coopératif. Alors, il faut ruser. Une caméra au bout d'un manche, et voilà une scène inédite. Les réalisateurs d'images sous-marines recherchent toujours cette proximité rarissime. Être au plus près des animaux marins, un métier parfois risqué. Mais il y a aussi les bonnes surprises, comme cet éléphant de mer, visiblement très affectueux. Le Salon du chocolat, la 10e édition, ouvre ses portes demain à Paris. Les grands pâtissiers vont présenter leur dernière création. Mais le chocolat sert aussi à de nombreux produits dérivés comme les cosmétiques. Et oui, étonnant. Les derniers préparatifs avec Marie-Pierre Samitier et Vincent Kellner. 53 tonnes de chocolat vont être vendues pendant ce salon. Les Français aiment toujours autant le chocolat et les artisans innovent sans cesse de nouvelles saveurs car le cacao les inspire. Quand je fais un gâteau au chocolat, j'écris un scénario, quoi. Qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on goûte, quoi. À chaque chocolat, on déroule un film à suspense. Pour comprendre la dégustation, il faut écouter le maître. Il y en a un qui s'appelle Ouvre-toi. C'est un praliné au sésame avec une nougatine au sésame. Donc là, plein de contrastes de texture avec du sésame grillé. On propose cette année un coffret pédagogique pour tout comprendre du chocolat, qu'il soit fondant, au lait, à croquer, noir ou blanc. Et le chocolat blanc est également fabriqué avec des fèves de cacao brunes et le mystère est expliqué dans le coffret. Donc avec ces mêmes fèves de cacao, on peut fabriquer tous ces produits. Incontournable, les cosmétiques au cacao avec le sirop de bain, l'huile chocolatée après la douche, la crème pour le corps chocolat orange. Il y a aussi le beurre de cacao connu pour ses vertus hydratantes et l'eau de toilette chocolat jasmin. Enfin, les robes en chocolat réalisées par les artisans chocolatiers et les couturiers feront rêver les plus gourmands. Mais attention, interdiction de les manger, sauf avec les yeux. On termine en musique avec la meilleure vente de CD du moment. Il s'agit du dernier album de Bernard Lavilliers. Carnet de bord est une invitation au voyage et à la découverte d'autres cultures. Emmanuel Lambert, Thierry Breton. Haïti, la Jamaïque, New York, Cuba, du nord au sud, d'est en ouest, Bernard Lavilliers a sillonné l'année dernière les routes américaines. Entre le fleuve et la mer, un voyageur anonyme. Un mois de tournée, 75 000 km, histoire de trouver l'inspiration. J'ai envie qu'il y ait des mecs qui jouent au poker, j'ai envie qu'il y ait un mec qui joue de la musique. Le voyage, c'est ça, c'est-à-dire d'être dans des lieux où il peut tout arriver. Et tout arrive. Lavilliers revient de ce périple avec un nouvel album, Carnet de bord.
n'importe quel pays. Le Divan du Monde à Paris, il y a quelques semaines seulement. En duo avec le percussionniste Mino Sinelu, il présentait quelques-unes de ses nouvelles compositions, toujours engagées et nostalgiques, comme avec cette chanson, La mort du Che. En octobre 67 dans la Sierra, Ernesto Che Guevara a pris son indépendance. Il nous manque des gens comme le Che, c'est-à-dire des gens qui ont cette espèce de force révolutionnaire et de conviction et qui vont jusqu'au bout. Le monde dans lequel on vit, où c'est des terroristes complètement allumés, où c'est des hommes politiques très consensuels, où c'est des banquiers qui n'ont absolument rien à foutre de rien. Carnet de bord, c'est aussi une aventure avec d'autres musiciens et chanteurs talentueux. Césaria Évora par exemple, pour qui il a composé Elle chante, enregistré avec elle chez elle, au Cap-Vert. Mais d'où lui vient cette infinie douceur? Poète et militant, après 35 ans de carrière, le Corto Maltese de la chanson française a décidé de reprendre une nouvelle fois la route. On the road again. Et attention, si vous devez prendre la route, ce soir, Météo France émet un bulletin orange pour 7 départements du sud et du Massif central. Orage, vent violent et forte pluie. L'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, la Haute-Loire, la Lozère et le Vaucluse sont concernés. Toutes les précisions dans quelques instants avec Patrice Drevet. 21h, un téléfilm inédit, Les Monos. 1h-5, le dernier journal vous sera présenté par Laurence Piquet. Et on se quitte sur ces images de la glace la plus chère du monde, plus de 780 €. Des boules de vanille recouvertes de feuilles d'or, un parfum, un fruit de la passion infusé au caviar. Il fallait y penser. La pièce a été réalisée pour l'anniversaire d'un glacier de New York. Excellente soirée sur France 2. À demain 20h.